En fait, j'ai fait un truc un peu étrange. Je suis allée sur Pôle emploi et j'ai réfléchi au métier le plus dur quand tu es commercial. Et je me suis dit qu'à partir du moment où j'ai allé chercher des profils qui avaient été sur des secteurs d'activité hyper hard, ils verraient la santé comme le confort absolu et qu'ils me diraient forcément oui. Voilà. Donc, je suis allée chercher, par exemple, des gens qui font de la vente d'espaces pub sur des petits magazines gratuits. Ça, c'est hyper dur à faire. C'est hyper dur. Voilà, c'est des profils qui sont souvent dans le dur et c'est souvent des très bons commerciaux parce que pour pouvoir faire ça, il faut y aller. Voilà, typiquement, je suis allée sur Pôle emploi et tous les mecs qui avaient fait ça, je les appelais. Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes. À ces profils au parcours non linéaire, audacieux ou encore atypiques, je n'ai qu'une seule envie, leur poser la question « Comment t'as fait ?» Si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'1 heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti! Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Lecoq, fondatrice de Pharmazone, société de regroupement à l'achat qui a pour ambition de permettre aux pharmaciens d'exercer en toute sérénité leur métier en les libérant des achats. Salut Audrey. Salut Julien, merci de me recevoir. Alors Audrey, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est la réussite que tu connais avec Pharmazone, au départ lancé sur le concept d'une centrale d'achat pour pharmaciens qui est aujourd'hui également un site web permettant à tous d'acheter en ligne nos produits parapharmaceutiques tout en soutenant financièrement sa pharmacie locale. Alors tu nous expliqueras plus en détail le concept. La seconde, c'est parce que tu détonnes dans le milieu parapharmaceutique. Pour toi, plus que des convictions, tu fais de ta mission avec Pharmazone un combat. Tu n'hésites pas à monter au front, comme on dit. Tu nous expliqueras quelles sont les galères que tu as pu rencontrer ou les portes fermées. Enfin, j'ai eu la chance, en plus que tu sois cliente de notre agence conseil en communication BuzzNative, d'assister à une de tes interventions. C'était mi-mai au DCF Orléans et c'est toujours impressionnant de voir ton énergie et ta détermination à faire de Pharmazone le leader de son activité. Mais avant de parler en détail de Pharmazone, nous évoquerons ce qui t'a amené, toi, à l'entrepreneuriat. Comment t'es venue l'idée? Comment t'as fait pour lever des fonds? Et quelle est ton ambition pour Pharmazone à terme? Pour cela, nous allons revenir sur ton parcours autour de 3 grands chapitres. Le premier, c'est comment t'as fait pour passer de commercial dans le jambon à entrepreneur dans la pharmacie? Ensuite, on évoquera comment t'as fait pour digitaliser le marché parapharmaceutique. Et puis enfin, comment t'as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire Covid-19 et quels impacts sur ton organisation ou ton activité. Ok pour toi, Audrey? Ça marche, avec plaisir. Super, écoute, pour attaquer, déjà je vais te laisser toi te présenter peut-être en quelques mots et que tu nous expliques rapidement Pharmazone. Eh bien, donc Audrey Lecoq, j'habite sur Orléans, je suis mariée avec 2 enfants, des enfants que j'ai fait avant et après avoir créé Pharmazone, donc on peut avoir une vie de maman et une vie de chef d'entreprise, ça fonctionne, pour ceux qui en doutent encore. Et donc j'ai créé Pharmazone en septembre 2015, associée à un pharmacien qui est installé en Dordogne, avec pour mission que je me suis donnée que d'accompagner la pharmacie et de l'aider à garder son visage éthique et de santé qu'elle a et dont on a besoin, tout en se profilant un peu comme un commerce de proximité parce que malgré tout, c'en est un. Et le pharmacien a souvent du mal à associer les deux. Super, écoute, on va rentrer dans le détail du concept de Pharmazone dans cette seconde partie. Avant ça, est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager d'effectifs ou de volume d'affaires, par exemple? Aujourd'hui, Pharmazone, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la partie B2B. La partie grand public B2C, elle a démarré en septembre 2021, donc elle est pour le moment encore un peu intimiste et elle a fait 70 000 euros depuis le début de son activité. En collaborateur, on a grossi très vite. Si tu m'avais posé la question il y a 1 an, je t'aurais répondu 6 collaborateurs au bureau. Aujourd'hui, je te réponds 24. Et puis, on a 12 commerciaux, enfin très exactement 11 commerciaux terrain et un directeur commercial. Ok, écoute, super. Merci pour cette intro. J'ai une dernière question avant d'entrer dans le premier chapitre. C'est pourquoi ce nom, Pharmazone? Eh bien, parce que je suis moi-même une grosse consommatrice en ligne et que j'ai
cette fâcheuse tendance à aller sur Amazon que je trouve très pratique par sa réactivité. Donc j'espère pouvoir proposer ça avec Pharmazone aux pharmaciens. Et on avait deux solutions en fait. Soit on trouvait un nom très orienté pharmacie et on permettait à Pharmazone le jour où il va arriver en ligne sur la pharmacie, parce qu'on sait tous il va venir là-dessus, de prendre ce nom de Pharmazone. Soit on le prenait et on le faisait appartenir à la pharmacie. Donc j'ai pris le parti pris de dire qu'il était à la pharmacie. Ok, top. Bah écoute, Claire, toi, c'est une question que j'aime bien poser à tous mes invités pour comprendre la genèse, qu'est-ce qu'il y a derrière à chaque fois le nom des entreprises. La genèse, elle est très drôle. En fait, je déjeunais un midi avec mon père, je rédigeais le cahier des charges de Pharmazone, et il comprenait pas en fait ce que j'étais en train de faire, donc j'essaye de lui expliquer en quelques mots et il conclut en me disant mais en fait t'es en train de faire de l'Amazon de la pharmacie. D'accord. Et moi je trouvais pas de nom et Pharmazone est venu à la suite de ce repas et il m'a jamais quitté. Ok, bah écoute, super. Comme quoi aussi parler des projets avant qu'ils sortent, bah ça permet aussi de les confronter et puis bah de potentiellement aussi découvrir d'autres perspectives qui, là dans ton cas, t'ont aidé à trouver le nom de la marque. Bah écoute, super. Je te propose qu'on rentre dans le premier chapitre. Comment t'as fait donc pour passer de commercial dans le jambon à entrepreneur dans le secteur pharmaceutique? Alors pourquoi ce titre, hein? Tout simplement parce que tu as travaillé avant comme commercial chez Fleury Michon au début de ta carrière. L'idée, c'est d'arriver à comprendre quel a été toi ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur quelques années plus tard et notamment dans un secteur, celui de la parapharmaceutique. Tu le sais pas vraiment que tu vas devenir chef d'entreprise en fait quand tu démarres dans la vie. Mais en tout cas, moi, c'était pas une ambition, un projet de vie. Mon projet de vie, c'était de faire des négociations en centrale d'achat pour un industriel de l'agroalimentaire. C'était très précis et c'est venu très tôt. Il y avait deux raisons pour ça. Ma mère disait toujours, quand je t'emmenais chez Mammouth, c'était mieux que quand je t'emmenais au manège. Mais en fait, j'adorais rentrer dans des grandes surfaces et voir tous ces gens marcher dans le même sens, presque éduqués par le magasin. Ça m'impressionnait beaucoup. Et puis je regardais une émission, plutôt une série américaine que ma génération en tout cas a beaucoup connue, qui s'appelait Melrose Place. Et dans Melrose Oui. Place, Oui, je il me y souviens. avait, tu te souviens, voilà, il y avait Amanda Woodward et pourtant c'était pas la plus sympa dans la série. Mais Amanda Woodward, elle faisait des négos dans le textile et on la voyait souvent dans la série faire ses négos. Et donc moi je voulais absolument faire le métier d'Amanda Woodward. Voilà, ça part de là. Et donc j'ai créé tout mon parcours scolaire autour de ça. Donc très rapidement, j'ai travaillé effectivement pour Fleury Michon où j'ai été faire des négociations en centrale d'achat. Mhm. J'espérais trouver en face de moi des négociateurs aguerris qui allaient m'apprendre beaucoup de choses. Et puis en fait, j'ai été très déçue de ce que j'ai rencontré parce que certes, c'est des négociateurs, mais uniquement sur le prix. C'est des gens qui sont orientés que prix, rentabilité, triple net. Tu parles pas de produit, t'as aucune relation humaine si ce n'est l'exercice d'exténuer l'autre. Y a aucun rapport humain et donc je me suis dit bah la vache, ça va être quand même vachement long cette histoire. T'as connu toutes ces techniques dont on entend parler, qui sont de dire, on t'invite à venir négocier, puis on te fait repartir au bout de 3 minutes pour te mettre la pression, ou alors on te met, tu sais, une table avec une chaise plus basse que la nôtre pour avoir un peu l'ascendant, ou alors on fait la pièce très chaude pour que tu sois voilà, dans des mauvaises conditions. T'as connu ça ou c'est un mythe? C'est pas un mythe, ça existe. J'ai eu le tabouret à 3 pieds, j'ai D'accord. eu la salle d'1 mètre carré avec le chauffage monté à fond et là les gens te regardent en espérant que tu te laisses mourir dans la salle, ce qui veut dire que tu es faible. Si tu le baisses, Mmh. c'est qu'il faut qu'il soit deux. Ouais, tout ça j'ai eu. Et c'est là que j'ai compris d'ailleurs que j'avais un petit terrain un peu étrange, c'est que les premières négos que j'ai faites, ben comme tout le monde, j'étais impressionnée. Et rapidement, en fait, je me suis mise à rire de ces trucs-là. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens, je suis allée à une négo où mon interlocuteur avait installé plein de verres à moutarde tout en long de son bureau. Et à chaque fois que je lui donnais un prix qui convenait pas, il prenait le verre et il l'éclatait sur le mur. D'accord. L'objectif de ça, c'était de m'impressionner. Et en fait, moi, ça me faisait mourir de rire. À tel point que je me suis fait sortir, en fait. Donc, Fleury Michon a dû revenir avec un autre interlocuteur parce que j'arrivais pas à garder mon sang-froid. Ça me faisait rire. Ça m'impressionnait pas, je trouvais ça ridicule. Ouais, donc en fait, ça marchait pas sur toi et eux, ça devait les énerver encore plus. C'est ça. Et déjà à ce moment-là, et après ça a fait que continuer dans ma carrière de salarié, mais j'étais un peu l'électron libre. Je rentrais pas dans les cases. Mmh. OK. Alors pour toi, ça vient d'où ça, le fait de, tu vois, pas rentrer dans les cases,
finalement prendre non pas avec dérision, mais que ça te fasse rire, tu vois, ces techniques de négo, alors qu'en fait sur le fond ils sont basés sur un seul des paramètres, c'est le prix. Je pense que ça vient de ma volonté à donner le meilleur, en fait. À partir du moment où moi j'étais très impliquée, et chaque métier que j'ai exercé en tant que salarié, j'ai tout donné pour la boîte comme si c'était la mienne, je portais le maillot. Donc j'estimais que tu pouvais me jeter des pots de moutarde sur le mur. Moi je donnais le meilleur en tout cas et j'avais pas de choses comme ça à recevoir de mes interlocuteurs. Ok. Alors, tu nous as parlé bon, de cette expérience-là. Après, t'as fait quoi dans ta carrière? T'es allé vers quoi? Et ben après, mon mari trouvait pas de boulot puisque j'étais la première à en avoir trouvé. Lui, il a fini son parcours scolaire un peu plus tard que moi. Il trouvait pas de boulot, donc je lui ai dit, écoute, de toute façon, ça me gonfle un peu les histoires de pots de moutarde, donc on va faire autrement. Cherche partout où tu veux en France, je te suivrai, et puis de toute façon, je retrouverai bien du boulot. Et il a trouvé à Chartres. Chartres, c'est pas la ville où tu trouves du travail hyper facilement. Mhm. Et je suis arrivée là-bas, et là, je me suis retrouvée à la maison, et ça, pour le coup, c'est impossible pour moi de rester à la maison à rien faire. Ouais. Donc j'ai regardé les offres d'emploi qu'il y avait. Il y avait un emploi chez un grossiste en pharmacie. Je savais pas vraiment ce que c'était. Et je me suis dit, bah, je vais y aller, je vais postuler. Et puis, au pire, ça m'occupera le temps que je trouve autre chose. Ok, donc pas d'appétence particulière sur ce secteur d'activité en fait. Absolument C'est pas. vraiment un hasard de. Ok. C'est la vie qui m'amène à ça. Après, j'avais vu des choses qui m'étonnaient un peu, notamment par la cousine de mon mari qui est pharmacien. On avait été chez elle un week-end. Et j'avais vu qu'elle remplissait un espèce de papier carbone, là, à 3 exemplaires, où elle mettait des quantités à la main sur chaque produit. Donc moi, D'accord. venant de la grande distrie, là pour le coup, c'était lunaire. Hein. J'avais l'impression d'une époque du dinosaure avec une époque hyper moderne. Donc ça m'avait alerté, mais de là à dire que j'avais envie d'aller y bosser, non, absolument pas. Ouais, alors papier carbone, hein, pour ceux qui écoutent et qui sont des plus jeunes générations, on va passer pour des dinosaures, c'est vrai, mais c'est effectivement une feuille de papier blanche et en dessous une feuille de papier un peu violette sur laquelle, quand on écrit sur sur le papier blanc au-dessus, eh bien on retrouve les mêmes mentions sur le papier carbone juste en dessous. Ça permet d'avoir un duplicata tout simplement. Sur lequel tu n'arrives rien à lire. Ouais, oui, ou c'était finalement difficilement lisible. Ok, donc toi, tu t'étais aperçu de ça. Alors, on parle justement de dinosaures ou autres, mais là, c'est en quelle année ça? Ça, c'est en 2008. Ah oui, donc c'est finalement pas si loin que ça. Ben non, mais Hmm. parce que j'ai démarré tôt. Hein. Moi, j'ai bossé chez Fleury Michon à 19 ans et à 20 ans, j'étais en égo en centrale d'achat. D'accord. Vu que je savais ce que je voulais faire, j'ai tout fait très vite. Ok, bon, bah écoute, top, une fonceuse. Alors, tu trouves finalement, donc tu vas dans le milieu de la pharmacie. Comment ça se passe, ton évolution, et qu'est-ce qui t'amène derrière toi après à monter ta boîte? Ben, je crois que je me souviendrai toute ma vie du premier pharmacien que j'ai vu. Mhm. J'ai commencé à lui parler. En fait, chez le grossiste, le pharmacien prend des engagements à passer un certain nombre de produits. En contrepartie, tu lui alloues un taux de remise. Et moi, je regardais le compte de ce client. Je voyais bien qu'on lui donnait le bon taux de remise, mais que par contre, en face, toutes les promesses faites, il les avait pas réalisées. Donc, je suis arrivée en mode un peu grande distrie devant le pharmacien et je me souviens des premières paroles que je lui ai faites, il reculait. Il D'accord. reculait au point de se coller contre le mur, en fait. Et j'ai eu l'impression d'une violence. Et je me suis dit, ok, ça n'a pas l'air de fonctionner exactement de la même manière ici. Il va Ouais, falloir que je radoucisse. faut Voilà. Et peut-être d'autres c'était très procédés. drôle. Mm. Hmm. C'était très drôle. Et du coup, à ce moment-là, ça m'a généré beaucoup d'affect. Parce que j'ai vraiment eu l'impression de renvoyer ce que moi, mes interlocuteurs m'ont renvoyé en grande distrie. C'est-à-dire de l'humiliation, rabaisser, dominer, en fait. Hmm. Voilà. T'avais pas du tout de rapport de partenariat ou d'humain qui se greffait là-dedans. Et j'ai eu l'impression de reproduire ça à mon tour, mais en inversant les rôles. Voilà. Et ce pharmacien, je me souviens de lui très très bien et de sa tête, et je me suis dit, le pauvre, il faut que je l'aide en fait à lui transmettre un peu ce que je sais faire, parce que sinon tous les interlocuteurs qu'il va rencontrer qui ont des méthodes un peu d'achat GMS, il sera bouffé à chaque fois. Ouais. Voilà. Et là, je commence à avoir une espèce d'empathie qui commence à arriver chez moi pour le pharmacien. Oui, parce qu'au final, les pharmaciens, alors je connais pas bien les études hein, qu'ils peuvent faire, mais je suis pas certain qu'ils aient notamment des cours ou qu'ils apprennent les techniques commerciales. Donc c'est vrai que toi, quand tu arrives de la grande distrie, je veux dire, il y a un gap. Il y a un gap et aujourd'hui, tous les interlocuteurs qu'ils rencontrent, notamment dans les laboratoires pharmaceutiques,
C'est que des gens qui sont formés à la négo et aux techniques de commerce. Et effectivement, tu as raison de dire que le pharmacien, lui, il fait 5 ans d'études. Il apprend à faire ce qu'on appelle des préparations magistrales, Mhm. des potions magiques que plus aucun pharmacien fait puisque maintenant c'est industrialisé. Mhm. Mais par contre, on lui apprend pas à gérer une équipe, on lui apprend pas à tenir une entreprise et encore moins à négocier. Oui, parce qu'au final, c'est un business comme un autre. C'est ça. Ok, donc là, tu commences toi à te dire, bon, j'ai cette forme d'empathie, il faut que j'arrive à accompagner hein, les pharmaciens qui sont aussi finalement mes clients. Euh, Quels autres constats t'as fait, s'il y en a, hein, qui t'ont permis de te dire, ok, à un moment donné, je vais moi lancer ma propre boîte, parce que tu aurais pu continuer à le faire dans une autre société. Ben, en fait, quand je rentrais dans des pharmacies, suivant la taille qu'elles faisaient, je constatais pas du tout la même chose. Quand je rentrais dans des grosses pharmacies, tu avais une espèce d'armée de salariés, effectivement, pas forcément des profils de la pharma, qui faisaient les négos avec les laboratoires. D'accord. Et quand je tombais sur des pharmacies de proximité, des pharmacies de taille un peu plus modeste et moyenne, là, tu avais souvent des équipes beaucoup plus réduites, que des préparateurs ou des pharmaciens, donc pas du tout armés pour la négo, et qui s'étaient fait des stocks entiers avec les labos pour pouvoir obtenir un tout petit peu de conditions commerciales, ou alors qui avaient des prix complètement délirants sur les produits parce qu'ils avaient acheté ça chez le grossiste à prix d'or, et que donc même en margeant peu ou pas sur le produit, ils arrivaient à sortir des prix extrêmement chers. Et du coup, moi, j'ai constaté cette disparité et finalement, le pharmacien n'y était absolument pour rien. C'était le marché qui était construit comme ça, où les gros savaient tout et les petites et moyennes, rien. Ok, et toi tu t'es dit, bon, je vais aller faire une petite révolution là-dedans. Ouais, je me suis dit, il y a 22 000 pharmaciens en France. Ouais. Quand tu discutes avec les labos, ils te disent tous qu'en gros, il y en a 5 000 qui les intéressent. Ok, donc ont une taille, j'imagine, critique minimum. Critique minimum pour rentabiliser les visites commerciales, c'est Mhm. exactement ça. Donc il en reste un petit paquet qui sont pas vus, pas visités. Et je me suis dit, ben moi si je m'occupe du petit paquet, ça me va bien, quoi. D'accord, ouais, donc il en reste 17 000 quand même, donc ça fait quelques-unes, ouais. C'est ça, c'est ça. Et en plus, je m'y retrouvais parce que c'était des vrais beaux profils. C'est des pharmacies qui sont très éthiques. C'est des passionnés de leur métier en fait. C'est des pharmaciens, c'est des docteurs en pharmacie Hmm. qui ont une vraie sensibilité patient. Moi, j'ai eu des très belles aventures dans des pharmacies, des pharmaciens qui connaissent leurs patients par cœur, qui les Eh appellent oui. tous par leur nom. C'est vachement beau en fait. C'est pas loin de l'épicier, de la proximité de la vraie. Et en même temps, des pharmaciens qui n'arrivaient pas à négocier. Donc je me suis dit, bah super, moi je vais leur apporter tout ce que je connais. Ok, donc là tu décides, tu te dis, alors à quel âge tu te décides de te lancer dans l'entrepreneuriat? À quel âge? Eh bien, tu vois, j'ai la mémoire courte, je sais même plus. Ben, à 27 ans. À 27 ans, tu dis, ok, bon, moi maintenant je vais monter ma boîte dans ce secteur d'activité. Comment tu t'y prends? Comment t'as fait pour trouver ton associé? Enfin voilà, comment t'as construit ce projet au départ? Eh ben alors là, c'est encore plus drôle puisque je travaillais donc chez le grossiste et puis j'avais sympathisé avec un certain nombre de pharmaciens, dont un pharmacien qui était installé en Dordogne. Et puis je commençais un peu à avoir fait le tour de ce que je voulais faire. Et donc je me suis dit bon bah tant pis, finalement je vais retourner dans un laboratoire pharmaceutique en tant que grand compte et puis bah, je vais aller refaire des négos comme je sais faire mais dans le monde de la pharma. Et donc j'appelle ce pharmacien de la Dordogne pour lui dire que je m'en vais et que je prends un nouveau poste. Et c'est limite, il m'hurle pas dessus en me disant mais c'est une connerie, t'as tout ce qu'il faut pour créer ta boîte et pourquoi t'y vas pas? Ah, génial d'avoir un feedback comme ça. Incroyable et puis totalement imprévu. Enfin pour le coup, voilà, juste les planètes alignées au bon moment. Et donc je lui explique que bah il y a plein de raisons. La première c'est que je suis jeune maman donc c'est pas forcément le bon moment pour créer une boîte. La deuxième bah j'ai pas d'argent donc pour créer une boîte c'est compliqué. Et il me dit mais c'est pas grave pour l'argent t'as besoin de combien? Et je lui dis mais en fait j'en sais rien puisque j'ai même pas réfléchi à créer mon entreprise donc Hmm. je sais pas répondre à la question. Et il me dit, bah, tu réfléchis, tu me rappelles. Bah, je te rappelle si tu veux, mais en l'occurrence, j'ai déjà validé le nouveau poste, donc j'irai pas plus loin. Et le soir, je rentre à la maison, je raconte ça à mon mari. Et mon mari m'a dit une phrase, alors il est beaucoup plus paisible que moi, hein. Moi, je suis un peu l'énervée de la maison. Et lui, c'est la force tranquille. Et il m'a juste dit une phrase. Il m'a dit, moi, j'ai pas de problème pour que tu dises non. Par contre, je t'entends jamais dire, je regrette ou j'aurais dû. Ah, mais c'est beau au Il m'a final. juste dit ça. Hmm. Voilà, pas plus que ça. J'ai passé une nuit blanche.
les yeux grands ouverts, et j'ai rappelé le pharmacien. Voilà, j'ai rappelé le pharmacien, j'avais même pas d'idée précise de ce qu'allait être Pharmazone. Je savais juste que je voulais apporter une solution achat pour les petites et moyennes pharmacies. Ok. Bon, bah écoute, bah top. Une belle histoire. Avant qu'on rentre dans le détail justement du concept de Pharmazone et puis comment ce que tu proposes à la fois aux pharmaciens et puis après au grand public. Comment t'as fait après pour poser les bases de cette entreprise-là, tu vois, te dire ok, en fait mon modèle économique ça va être ça. Est-ce que tu t'es fait accompagner par la CCI, par des entrepreneurs? Est-ce qu'il y avait des entrepreneurs autour de toi? Voilà, comment ça s'est fait? Vu que jamais de ma vie je m'étais dit que j'allais être chef d'entreprise, j'ai jamais vraiment regardé tout ça. J'avais même une méconnaissance totale de tout cet univers. Hmm. Et en fait, tant mieux, c'est toute ma naïveté que j'avais, je pense qu'elle était nécessaire à ma réussite. Si j'avais su trop de choses sur le monde de l'entreprise, peut-être que il y a plein de choses que j'aurais pas fait parce que on te dit que ça se fait pas ou que c'est pas comme ça dans les règles de l'art. Pour te donner un ordre d'idée, moi j'ai démarré Pharmazone avec une autorisation de découvert de 50 000 euros D'accord. et rien d'autre. Voilà. Ah oui, donc t'es pas Euh, allé chercher de la dette bancaire, mais une autorisation, voilà, de découvert. Ok. Juste ça. Et tout le monde me disait, mais Audrey, tu ne peux pas construire un stock avec 50 000 euros de découvert. Voilà. Hmm. Si tu peux. Alors c'est dur, c'est sûr, ça t'oblige à avoir une rigueur de dingue, mais c'est possible. Voilà. Et pour répondre à ta question, quand j'ai décidé pour le coup de créer Pharmazone, une fois que c'était clair dans ma tête et que j'ai dit ok c'est bon j'y vais, j'avais deux trucs qui me guidaient. Le premier c'était ce pharmacien il t'a fait confiance, il t'a tendu sa main donc tu dois réussir. Mhm. Ça m'a mené pendant très longtemps. Et le deuxième c'était maintenant que t'as mis les pieds dedans t'as pas le droit d'échouer. Hmm. Voilà. Ok. Et je suis partie vraiment avec ces deux trucs là. Et le premier mois, j'ai passé un mois enfermée dans un bureau. D'ailleurs, c'est pendant ce mois-là que j'ai déjeuné avec mon père et qu'il m'a demandé ce que je faisais. Mais Parce qu'est-ce que qu'il tu fais dans ce flippait, bureau il seul? flippait un peu. J'avais pris un bureau dans un petit centre d'affaires à Orléans, un tout petit truc, un box. Voilà. Et en fait, je faisais mon cahier des charges. Et je l'ai toujours. Je l'ai imprimé, je l'ai gardé ce truc-là. Il fait très exactement 257 pages. Waouh, ouais, ok. D'accord, donc t'as vraiment tout écrit, quoi. J'ai tout écrit, tout imaginé, tout ce qui pouvait se passer. Mon site, il était pensé au millimètre. Ok, c'est intéressant de voir ta personnalité, ta pugnacité, tu vois, et puis cette force finalement, tu vois, mentale que t'as de dire, ok, bon maintenant j'y vais, j'ai mis le pied dedans, je peux pas rater, je vais mettre toute l'énergie et tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir aller chercher la réussite de cette entreprise. Et je trouve ça voilà hyper important aussi à avoir à l'esprit quand on veut entreprendre ou quand on est entrepreneur. Voilà, c'est pas forcément simple tous les jours. Il y a des défis, il y a des choses à aller chercher, il y a des challenges à rencontrer tous les jours. Et c'est vrai que le dirigeant a aussi finalement à avoir cette force mentale, ou en tous les cas avoir sinon de l'aide autour de soi pour pouvoir toujours rester focus sur l'objectif. C'est, en tout cas pour ma part, ce qui est même le plus kiffant en tant que chef d'entreprise, c'est les défis. Ce qui Hmm. est acquis, ça me fait beaucoup moins vibrer. Ce qu'il faut aller chercher, ça c'est pour moi beaucoup de plaisir. C'est dur quand t'es dedans, mais quand tu touches du bout des doigts le truc que tu voulais faire, c'est beaucoup d'autosatisfaction en fait. On sent que t'aimes bien avoir devant toi un obstacle ou une porte fermée parce que au moins tu peux l'ouvrir quoi, plutôt qu'elle soit C'est déjà ça. ouverte. Ok. Bon écoute super. Alors on va en parler justement de la deuxième partie après. Une dernière question pour clôturer cette première partie. C'est du coup ce pharmacien qui est ton associé, est-ce qu'il joue un rôle opérationnel? Comment vous êtes répartis peut-être les parts ou les rôles de chacun? Parce qu'il t'a tendu une main, mais derrière, est-ce que lui voilà il participe d'une manière ou d'une autre à l'aventure? Alors à l'initial, après ça a un peu bougé et on en parlera tout à l'heure effectivement, mais à l'initial, moi j'avais 35%, il avait le reste. Il fallait qu'il soit majoritaire parce qu'on a un statut, tu l'as dit tout à l'heure en entrée d'émission, de structure de regroupement à l'achat. Alors c'est très propre à la pharmacie, mais en tout cas ça doit être détenu majoritairement par un pharmacien d'officine installé. D'accord. Voilà, puisque la pharmacie protège son monopole, elle a raison de le faire. Et donc j'étais minoritaire dans cette histoire. Après le deal que j'avais passé avec lui, lui il y connaissait. Alors moi j'y connaissais rien au monde de chef d'entreprise, mais en tout cas au monde de l'entreprise un peu plus. Lui c'était ni l'un ni l'autre.
D'accord. Donc je lui ai dit, par contre, tu viens pas m'empiéter parce que ça va déjà être hyper raide de monter ça et ça va me demander beaucoup de concentration. Donc si en plus je dois te partager et t'expliquer en même temps, on va pas y arriver. Hmm. Voilà. Et il a eu cette intelligence de rester à sa place. Donc il est resté dans sa pharmacie en Dordogne. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, il sait même pas comment ça marche Amazon. Il a jamais vu, par exemple, le back-office. Il sait même pas à quoi il ressemble. D'accord. Voilà. Mais par contre, il a un rôle essentiel qu'il a joué depuis le début et qu'il continue à jouer. C'est qu'à chaque fois que je développe quelque chose, ça passe par sa pharmacie. Hmm. D'accord, ok. Il est un peu le pilote finalement de Pharmazone. C'est mon essuyeur de plâtre. Ouais, voilà. Non, mais voilà, c'est super intéressant, tu vois, de voir comment tu construis aussi cette relation entre associés. Sur ce podcast, j'ai eu de tout. J'ai eu des couples, j'ai eu des parents-enfants, j'ai eu des amis. Enfin voilà, donc c'est toujours intéressant de voir comment se construisent les histoires d'associés en entreprise. Ok, bah écoute, super. Il est temps de passer à la deuxième partie. Comment tu as fait pour digitaliser le marché de la parapharmacie? Là, l'idée, c'est que tu nous expliques un peu le modèle de Pharmazone, comment ça marche, à la fois le pan B2B que le pan B2C. Donc, bah, je te laisse nous expliquer. Ok, donc le B2B, effectivement, c'est l'historique de Pharmazone que j'ai démarré en 2015. En fait, le constat, il était simple. Le pharmacien, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il s'est pas acheté. Et on le met sur un espèce de logiciel métier, donc qui a le mérite d'être très efficace pour tout ce qui est médicaments remboursés. Mais par contre, sur tout l'univers que moi je représente, c'est-à-dire le médicament non remboursé, la parapharmacie, les accessoires, eh ben, tu n'as aucun moyen de communication avec le pharmacien. Donc en gros, s'il n'a pas la curiosité de regarder ce qui se fait de nouveau sur le marché, bah, c'est pas son logiciel qui va lui dire. S'il y a un produit qui change de code ou qui change de prix, c'est pas son logiciel qui va lui dire. Mhm. Voilà, donc c'est assez sombre comme environnement sur la partie, on va dire, plus commerce de la pharmacie. Sur la partie remboursée, médicaments remboursés, santé, ça fait complètement le taf. Mais par contre, sur l'univers un peu plus commercial, c'est pas terrible. Donc moi, Hmm. l'idée, c'était de sortir la pharmacie de cet univers-là et de le remettre sur un site qui ressemblait beaucoup plus à un site grand public. Donc j'ai utilisé tous les codes du e-commerce, mais avec le pharmacien, puisque vu qu'il n'est pas acheteur, ben, il se comporte comme un particulier, le pharmacien, quand il achète. Donc il a des achats d'impulsion, il aime bien qu'il y ait des jolis bandeaux, que les promotions elles soient bien affichées. Donc on a utilisé tous ces codes-là, la vente associée, les échantillons, les présentoirs. Voilà. Donc on a utilisé tout ça qu'on a mis sur le site et on a amené le pharmacien sur le site internet. D'accord. Donc ça, c'était la première étape, c'était commander sur un environnement qui est joli et qui permet la communication. Ok. Donc, première étape pour Pharmazone. Et ensuite? Exactement. Et là, les laboratoires ont trouvé un intérêt rapide, et ça m'a beaucoup aidé dans le développement de Pharmazone. C'est que ce qui fait la différence, c'est le nombre de laboratoires que tu vas avoir, les produits leaders, etc. Et moi, j'ai beaucoup de laboratoires qui sont arrivés très très vite parce que j'apportais en fait cette nouveauté-là, c'est-à-dire que ok, tu peux rentrer le produit leader du laboratoire, mais à la limite, le labo, il n'a pas besoin de toi puisque c'est un leader quand il va rentrer tout seul dans la pharmacie. Hmm. Par contre, quand tu vas lui faire rentrer sa nouveauté, quand tu vas lui ouvrir des nouveaux marchés, là, tu commences à avoir du sens pour lui, puisque du coup, tu es apporteur de business. Et le site, il m'a permis ça. Donc, quelque part, je rendais service au labo parce que je pénétrais des nouveaux marchés, et je rendais service à la pharmacie moyenne, puisqu'elle avait enfin un environnement un peu sympa pour commander. Oui, parce que c'était la question que je voulais te poser, c'est comment tu as fait toi au départ, puisque finalement tu étais un peu nouvelle sur ce marché, même si tu avais déjà une expérience dans le secteur d'activité, pour dire, bon bah voilà, vous labo, référencez vos produits sur ma plateforme. Pour l'instant, j'ai pas de pharmacien inscrit. Enfin, toi, c'est compliqué dans ces sujets-là au départ de dire, bah oui, mais il me faut des pharmaciens pour que moi je sois référencé. Puis à l'inverse, bah si t'es pas référencé, t'as pas de pharmacien. Donc comment t'as fait ta menée de front? T'avais deux équipes de commerciaux, une seule. Comment t'as géré ça? Oui, alors pendant toute la rédaction du cahier des charges, une fois que c'était fini, il y a eu tout le temps de développement. Donc là, les équipes tech, elles étaient dessus, ça a duré à peu près 6 mois. Et Mhm. pendant ces 6 mois, bah moi, j'avais pas grand-chose à faire, à part aller démarcher de la pharmacie. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai fait la commerciale et je suis allée chercher mes pharmas. Ça me permettait d'avoir dès le top départ une cible de pharmacie avec lesquelles j'étais sûre de bosser. Hmm. Et donc, de pouvoir vendre au laboratoire le fait que je démarrais pas avec rien, mais avec un petit peu de pharmacie. On a démarré avec 63 pharmacies. D'accord.
Ok. Et pour elle, alors c'est quoi sur cette partie B2B, le modèle économique pour Pharmazone? Et ben en fait, nos pharmacies, elles payent un abonnement Mhm. sur Pharmazone. Cet abonnement, il est de 195 euros par mois. Alors là, c'est pareil, j'ai cassé tous les codes, ça paraît des détails, mais en pharmacie, les pharmaciens, ils sont pieds et mains liés avec leur logiciel, avec leur enseigne, avec leur croix. C'est des contrats qui durent sur 5 à 10 ans, ils peuvent pas en sortir, ils peuvent pas modifier. Moi, je voulais pas de prise d'otage en fait, parce que je trouve que ton meilleur marqueur pour savoir si t'es bon ou pas, bah, c'est le départ de tes clients. S'ils s'en Hmm. vont en masse, c'est qu'il faut que tu te remettes en question. Si tu les prends en otage, tu sais jamais si t'es bon ou pas. Hmm. Voilà. Donc, ils payent 195 euros seulement s'ils commandent. S'ils commandent pas, il n'y a plus d'abonnement D'accord, donc à partir du moment où ils ont une commande dans l'année, par mois. par mois, ils Ouais, payent 195 euros. D'accord. exactement. Donc, ils ont cet abonnement et une fois qu'ils ont payé cet abonnement, ils peuvent commander ce qu'ils veulent au sein de mon catalogue. Donc, aujourd'hui, mon catalogue, c'est 250 labos, c'est 15 000 refs et ils piochent tout ce qu'ils veulent. Et moi, charge au site d'aller essayer de leur pousser des produits qu'ils n'ont pas dans leur pharmacie et qui me semblent nécessaires dans les pharmacies de proximité. Ok. Alors ça me fait penser à quelque chose, peut-être que euh, est-ce que tu as des petits filous entre guillemets qui vont dire bah tiens je commande pas pendant 2 mois puis après je fais une grosse commande de 3 mois. Est-ce que tu as vu comme ça dans les datas des Ouais, choses, des bon, ça va comportements? vite. Ouais, j'en ai eu au début, je me suis fait avoir. En plus, je te laisse imaginer qu'avec 50 000 euros de découvert, j'avais pas une profondeur de stock de malade. Ouais. Et j'ai un pharmacien qui est venu et qui a commandé pour 6 mois et qui m'a planté mon stock. Ouais. D'accord. Ok. Ça s'est passé. Et donc là, tu cours, tu recommandes très très vite pour essayer de pallier un peu à toutes ces ruptures. Et c'est l'angoisse totale. Donc maintenant, effectivement, tu as raison, on a installé une règle. Le client, il doit être actif au moins une fois tous les 3 mois, sinon il peut plus adhérer pendant 12 mois. D'accord. Ok. Bon, tu Voilà. vois, non mais ça c'est peut-être très français, mais c'est toujours trouver un peu le, tu vois l'alternative et comment tu peux C'est ça. contourner le système. En fait, tu veux faire un truc souple, mais on t'impose quand même à mettre des règles à un moment. Ouais, bah oui, oui, ok. Ok, donc toi, tu commences, 63 pharmacies, tu les démarches, tu dis, bah écoutez, c'est 195 euros par mois. Alors, c'était peut-être pas le prix au départ, peut-être que ça a Ça évolué a toujours entre-temps. été le prix. Je l'ai jamais D'accord, changé. ok. Je l'ai jamais changé et les pharmacies que je suis allée voir, bon, je les connaissais hein, puisque j'avais œuvré du coup sur le terrain chez le grossiste, donc c'est des gens qui me connaissaient et qui m'ont fait confiance. Hmm. Et c'est d'ailleurs des gens qui sont toujours là aujourd'hui. Et donc, tu leur as dit, bah, si vous commandez, c'est 195 euros. Si vous commandez pas, bah, vous n'avez pas à payer l'abonnement. Comment tu as fait pour déterminer le prix? Est-ce que tu as utilisé la méthode des coûts? C'est-à-dire, toi, les coûts de plateforme, tu vois, digitale, à maintenir, à héberger, etc. Est-ce que tu as utilisé une autre technique? Est-ce que tu les as sondés avant pour savoir s'ils étaient prêts à payer? Comment tu as fait ça? Bah, en fait, j'ai toujours tout pensé de la même manière, ce qui catastrophait beaucoup de mes interlocuteurs quand j'en discutais. Mais je me disais toujours, ok, je mets tous mes coûts. Vu que j'avais pas eu de formation spécifique sur la gestion de l'entreprise, tu vois, Mhm. j'étais très basique. Je prenais tous mes coûts, je les alignais et je disais, ok, il faut que je fasse combien de chiffres, combien de marge. Donc, je calculais à peu près la marge que j'allais dégager sur mes produits. Et en fait, le delta qui me manquait, bah, je l'ai mis en adhésion. D'accord. Ok. C'est très, c'est très basique. Ok, donc c'est comme ça que tu as fait au départ. Voilà. Ce qui, d'après mes calculs savants, faisait que j'étais censée sortir à l'équilibre total avec la première année, pas de rentabilité, mais en tout cas pas de perte. D'accord. Et ça a été mieux que ça, puisque dès la première année, on a gagné. Alors, je faisais pas un résultat de dingue, mais la première année, je faisais 15 000 euros de résultat. Donc, c'était cool. Bah écoute, Dès l'année pour une 1. première année positive, il y a plein d'entrepreneurs qui, C'est ça. qui le souhaitent. Ok, écoute, top. Donc ça, c'est pour la partie B2B. Donc tu as Sur la référencé des partie, labos et des voilà. pharmaciens. Et la partie B2C. Alors, juste avant, sur la partie B2B, parce que ça fera lien aussi Mhm. avec ce qui s'est passé, mais j'avais un point qui me limitait un petit peu, c'est que je vendais aux pharmaciens le fait que je lui faisais gagner du temps et de l'argent, et finalement, il saisissait ses commandes sur mon site internet, et derrière, pour pouvoir les réceptionner en pharmacie, il fallait qu'il les ressaisisse sur son logiciel métier pour pouvoir les réceptionner. Donc, tu Hmm. avais une double saisie de commande, ce qui était un peu bête. Et c'est là où je suis allée chercher CGDIM, qui est aujourd'hui mon deuxième associé, qui est rentré au capital en 2019, septembre 2019. D'accord. Voilà, et CGDIM en fait est un spécialiste de la data de la pharmacie. Donc je suis passée par personne, là aussi c'est au culot. Je suis allée frapper à la porte, j'ai dit voilà j'ai une idée et je voudrais vous la présenter.
Alors, attends, parce que ça, faut qu'on revienne dessus. Parce que trouver des fonds ou des associés, c'est souvent pas simple. Comment t'as fait, toi, à un moment donné, pour identifier, sourcer, te dire, OK, eux, il faut absolument que j'aille les convaincre. Et puis, si tu dis qu'ils sont spécialisés, tu vois, dans la data pour les pharmacies, peut-être qu'il y a quand même 2, 3 acteurs, mais il faut pas se rater, parce que si tu te rates avec eux, il y a plus d'autres potentiels partenaires pour toi. Comment ça s'est passé, ça, concrètement? Bah, en fait, alors, c'est une qualité ou un défaut, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je pense toujours aux besoins clients, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire d'encore mieux pour mon client. Je suis Mhm. toujours dans cette pensée-là. J'ai encore des milliards d'idées pour Pharmazone qui peut s'améliorer encore beaucoup. Et donc, dans vraiment le besoin premier que j'avais trouvé, c'était ça, c'était d'automatiser le lien entre le logiciel du pharmacien et mon site internet. Hmm. Et puis après, je m'étais dit, mais attends, j'ai une profondeur de catalogue de dingue. Et finalement, ils utilisent même pas la moitié de mon catalogue et j'ai plein de produits qui dorment. Alors que pourtant, ils pourraient en avoir besoin, mais peut-être ils savent même pas que c'est là. Et je me suis dit, bah, grâce à la data, moi, je vais pouvoir optimiser à la place du pharmacien. Et je vais pouvoir lui dire, bah voilà, tous ces produits-là, ils bougent dans ta pharmacie et ils sont chez moi, donc je vais te les mettre dans ton panier. Charge à toi après de me dire si t'en veux ou pas, mais je te prémâche le travail. Voilà. Et une fois que j'avais détecté ce besoin en me disant bah ça serait génial si j'arrive à faire ça pour mon pharmacien. Bah, je me suis dit ok qui peut me permettre de faire ça. Et donc j'ai identifié Cegedin. D'accord. Mais de là à devenir partenaire, tu vois, je sais pas, tu aurais pu faire un connecteur ou une API ou, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus loin dans la relation? Bah en fait je me suis dit que à un moment donné c'est des experts de la data et que avec mon petit niveau j'aurais pas les moyens financiers de Hmm. me payer tous les services qu'ils proposaient dont j'avais besoin. Hmm. J'aurais jamais pu financer les montants qu'il allait me demander. Donc je me D'accord. suis dit, bah finalement, si je m'intègre à Pharmazone, ça règle mon problème, j'aurai tout gratuit. Ok. Bon, Voilà. super. Super. Donc là, toi, tu vas au culot, dossier sous la main. Bonjour, c'est Gédim. J'ai identifié ça. Ouais. Comment tu fais pour entrer en contact avec eux concrètement? Parce que j'imagine que ça doit pas être simple d'accéder aux décideurs. Non, exactement. En fait, lors d'une soirée pharma, je rencontre le DG et je lui explique rapidement ce que je fais avec Pharmazone et mon idée de lien avec Cegedin. Et il me dit, bah, faut que je te fasse rencontrer le PDG, mais des gens qui te disent ça, il y en a plein et il se Hmm. passe jamais rien. Donc il me l'a dit, mais je me suis dit que c'était un peu des paroles en l'air. Et sauf que le lendemain de cette soirée, le PDG de Cegedin m'a appelé. Ah, super. Donc ils étaient vraiment très intéressés, quoi. Voilà. Je suis arrivée là-bas, le PDG de Cegedin, c'est Jean-Claude Labrune. Il a 80 ans aujourd'hui. D'accord? Je te jure, j'espère que je serai comme lui. C'est une machine. Il est passionné par le boulot, il travaille toujours, il travaillera toujours, je pense. Son cerveau va 10 fois plus vite que le tien et le mien réunis. Voilà. Et je suis rentrée dans son bureau. C'est un taiseux. Et il m'a juste dit, bon bah vas-y, explique-moi. Hmm. Et j'ai fait 1 heure de monologue. D'accord. Il a rien C'était dit, il horrible. réagissait pas, il te Mais laissait. rien, Ouais, ok. rien. Il y avait rien. Il y avait pas d'expression sur son visage. Il se passait rien. Donc là, merci les techniques de négo grande distrie du départ pour savoir comment réagir. Ouais. Là, voilà. Donc je me suis dit bon, bah a priori ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et quand je suis sortie, il m'a posé 2 questions. Il m'a dit combien vous en voulez. Mhm. Et en fait, ça peut paraître con, mais j'avais pas réfléchi à cette Ah question. ouais. Mais parce que moi, d'abord, il fallait vendre le modèle dans ma tête. Et après seulement, les next steps, c'était Ouais, on on parle discutera de ça d'argent. plus tard, quoi. Ouais. Donc je me refusais à y penser avant. Hmm. Et sauf qu'il m'a pris de court, il m'a demandé, et je lui ai dit, j'en sais rien, je sais pas combien ça vaut. D'accord. Donc là, ok. Comment ça s'est passé à la suite? Et le deuxième truc qu'il m'a dit, c'est pas mal ton truc, mais en fait, c'est un peu comme une grosse pharmacie. Hmm. Ok. Voilà. Et là, ça m'a énervé. Et est-ce que c'était pas volontaire, c'était pas une technique justement Ouais, si, je pense qu'il voulait pour voir un tester peu. un peu Voilà. Et là, en fait, je lui ai expliqué exactement pourquoi j'étais pas une grosse pharmacie et que j'étais bien plus que ça. hmm. Et je suis partie un peu contrariée, parce que je suis un peu une tête de l'art, donc j'étais vexée. Donc je suis partie un peu contrariée. Voilà. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant 15 jours. Et il m'a rappelé au bout de 15 jours pour me dire, bah, va falloir revenir parce qu'on va faire affaire ensemble. Ah, super. Voilà. On s'est vu qu'une fois avant de signer.
Bon, bah écoute, top. Bah, une belle histoire, toi, ça c'est du concret hyper intéressant pour bah, justement nos auditeurs et auditrices qui parfois se disent bah, comment je vais faire pour aller générer, tu vois, bah, des contacts ou des retombées ou des partenariats, quoi, tout simplement. Pour moi, il faut pas y penser. C'est ce que je dis toujours. Je croise plein de chefs d'entreprise qui sont à se dire, faut que je trouve un investisseur, il me faut tant d'argent. Et en fait, plus t'es obsédé par ça, et moins ça va se réaliser parce que tout ce que tu le fais pour ça. Voilà. Finalement, Alors que peut-être pour des mauvaises raisons, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que si tu es vraiment à fond dans ton business, que tu penses à ton client, que tu penses à tes développements, eh ben, tu vis tellement ton truc, tu es tellement passionné que les gens le reçoivent. Et même si ton interlocuteur, c'est pas le bon, il va en parler à un autre et le bouche à oreille va très très vite. Et le Hmm. bon interlocuteur arrive à toi. Ok, bah écoute, super. Donc ça, c'est la partie B2B. Exact. Pour le B2C? Le B2C, ben ça c'était mon rêve. C'était mon rêve parce que, comme tu l'auras compris, j'étais assez proche de mon père, qui a été l'un de mes mentors professionnels. Et à chaque fois que je commandais sur Internet et qu'il arrivait chez moi et qu'il y avait des colis, il me disait Putain Audrey, tu vas tout foutre en l'air. Donc voilà, il me disait à cause de toi, les générations futures, elles n'auront plus de boutiques, plus de magasins, il n'y aura plus de centre-ville. Super, tout va se passer sur Internet et tu pourras dire que tu as tout détruit. Ok, Voilà. Et c'était l'affrontement du week-end où d'accord. je lui ai expliqué que il se rendait pas compte que la vie d'aujourd'hui c'était pas la vie d'avant, que le rythme il était hyper soutenu et que internet c'était hyper pratique parce que ça allait vite, etc., etc. Les débats du week-end où tu peux débattre pendant des heures sans Ouais, trouver qui a raison. ouais. Il y a plusieurs perspectives, quoi, entre les générations, entre l'économie, entre l'écologie. Enfin voilà, c'est ouais, plusieurs perspectives. Exactement, Ok. c'est ça. Conclusion de ça, il est parti et je me suis dit mais finalement est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il avait tort et est-ce que je suis vraiment en train de le détruire ce monde-là? Et ben finalement personne n'a raison, personne n'a tort, on a raison tous les deux Mhm. ensemble. Hmm. Voilà. Et donc je me suis dit bah il faut que je trouve la solution pour que Internet serve le commerce de proximité et arrête de le détruire. Hmm. Voilà. Et donc mon site internet B2C, il répond exactement à cette problématique-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu arrives sur le site de Pharmazone, tu commandes en ligne comme un consommateur, un internaute classique. Simplement, il y a une étape clé que tu trouves que sur Pharmazone, c'est que tu choisis la pharmacie à qui tu donnes ta transaction. C'est toi, consommateur, qui va dire, voilà, ma pharmacie de proximité, c'est celle-là, je lui donne la transaction. Elle va encaisser 100% de la transaction, sauf que le pharmacien, lui, il sait pas gérer du e-commerce. Donc, il va pas gérer un colis, il va pas gérer une commande internet, il a pas le temps, c'est pas son métier, il est au comptoir, souvent des petites équipes. Donc ça, c'est mon métier à moi. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la pharmacie, elle va encaisser et de manière automatique, elle va me racheter le produit sur ma centrale d'achat, c'est-à-dire mon métier premier de B2B. D'accord. Donc c'est là où on voit le modèle finalement vertueux parce qu'on pourrait se dire quand on t'écoute, attends, je comprends pas parce que on achète sur le site, mais 100% va au pharmacien, puis bah lui c'est pas son métier effectivement. Derrière le comptoir, c'est pas toujours simple de gérer bah, des commandes qui viennent d'en ligne. Mais toi en fait l'intérêt derrière, c'est que bah, le pharmacien touche 100% finalement de la vente et derrière toi ça te régénère finalement des commandes automatiques sur la centrale. Donc la C'est partie ça. plutôt B2B. Ok. Donc ça fait fonctionner mon B2B, t'as tout Super compris. malin. Et la pharmacie, elle a margé au passage, Mhm. donc elle continue d'exister en tant que service de proximité. Voilà. Et moi ensuite, je prépare le colis au nom et pour le compte de la pharmacie D'accord. et je vais livrer le consommateur, soit chez lui, soit en point relais. Donc là, on a mis un système bien évidemment de franco ou de frais de port, Mhm. d'accord. Ou alors, tu es en click and collect à la pharmacie. Et là, pour montrer au pharmacien que vraiment je le soutiens dans cette démarche de proximité, j'ai pas mis de franco, j'ai pas mis de frais de port. D'accord. Tu veux un tube de dentifrice, tu commandes un tube de dentifrice sans frais de port, t'es livré à la pharmacie. D'accord. Ok. Et toi, du coup, quand c'est comme ça, il prend dans son stock ou toi, tu lui en renvoies un produit J plus J'envoie, 1 ou j'en- 2. non, en fait, à partir du moment où ça part du site, c'est moi qui gère. Donc le D'accord. colis, il va être livré au nom du consommateur, mais à la pharmacie. Et D'accord. vu que Ok. moi, j'utilise mon canal pharma qui est déjà gros, certes, ça me coûte en logistique et encore plus en ce moment, mais j'arrive à amortir quand même relativement bien les coûts. Ok. Bon, bah écoute, super. Alors, comment t'es venue
cette idée, c'était là dès le départ de faire ça ou c'est venu après, plus par opportunité où tu t'es dit tiens, mais en fait, ça pourrait être quelque chose de complémentaire à la partie achat. C'est venu très vite parce que quand j'ai rencontré Jean-Claude Labrune en 2019, j'en ai déjà parlé. D'accord. Donc je l'avais déjà bien en moi, le cahier des charges il était rédigé, mais en fait j'avais un point bloquant qui faisait que je pouvais pas le lancer tout de suite, c'est que j'avais pas assez de pharmacie. En fait, je revendique le fait que tu sauves un commerce de proximité, donc si je te dis que ton commerce de proximité est à 300 km de chez toi, je suis pas très Ouais. crédible. Hmm. Donc Ah, il donc il fallait fallait que tu que aies un j'ai maillage un territorial maillage finalement important. exact. Donc j'ai attendu d'avoir 1800 pharmacies et tu vois encore 1800 pharma, j'ai des zones où je manque encore un peu de crédibilité sur la notion de proximité, mais au fur et à mesure les pharmacies elles rentrent chez nous là. Alors comment tu as fait ça? Parce que maintenant, tu vois, rentrer des pharmacies, tu disais tout à l'heure, sur 24 à peu près collaborateurs, tu as 12 ou 13 commerciaux, donc c'est la moitié finalement de ton équipe. Ouais. Euh, Comment tu as fait pour te dire, OK, bah, mon modèle, ça va être aussi d'avoir une équipe commerciale qui va aller au contact des pharmaciens pour leur expliquer. Est-ce que c'est leur rôle d'ailleurs? Parce que moi, j'ai supposé ça, mais comment tu as fait pour te dire, ça va être l'élément clé de ma boîte et donc il faut que je le développe? Bah, parce que moi je suis une commerciale née. Ouais. C'est mon métier premier, c'est ce qui me passionne, c'est ce qu'on a dans les gènes de la famille, on est tous des commerciaux chez moi. Et donc pour moi c'est inconcevable, une boîte sans commercial, ça peut pas tourner. Hmm. C'est le début de tout. Alors ça met parfois un peu le bazar un commercial, mais ça apporte aussi beaucoup de business. C'est aussi son rôle. OK. Et donc, et les premiers profils du coup que tu as recrutés, c'était que des Ouais. commerciaux ou t'as alterné un peu avec d'autres profils? Non, au début j'ai vraiment recruté des profils chasseurs. D'accord. Celui qui a pas peur de taper aux portes, parce que j'avais besoin de recruter vite pas mal de pharmacies pour arriver à un équilibre financier. Donc ça a été très vite, sauf qu'après le chasseur, une fois qu'il est passé dans ta pharmacie une fois et qu'il a signé, tu le revois plus. C'est le Hmm. concept du chasseur. Voilà. Donc après j'ai recruté effectivement des profils plus éleveurs qui eux sont beaucoup plus dans la pédagogie parce que on est sur un site internet, donc ça demande quand même beaucoup de formation auprès de l'équipe officinale pour qu'ils Hmm. s'habituent et qu'ils s'approprient l'outil. Donc D'accord. aujourd'hui sur ma force de vente c'est 50-50 OK. Et ces formations-là, ils les font en visio ou en présentiel? en présentiel. D'accord. OK. OK, donc la moitié de ton équipe des commerciaux, la moitié plutôt chasseurs, la moitié plutôt éleveurs. Enfin, c'est comme ça que Ouais. tu as construit ton équipe. Et comment tu as fait au départ pour les recruter aussi? Parce que toi, tu as fait la commerciale au départ, tu l'as dit, pour aller référencer les labos, pour aller chercher les 63 premières pharmacies. Mais après, voilà, recruter, convaincre un commercial de rejoindre l'aventure, alors que tu en es qu'au tout début, comment tu as fait? Comment tu as fait pour les trouver et les convaincre? Bah en fait j'ai fait un truc un peu étrange. Je suis allée sur Pôle emploi et j'ai réfléchi au métier le plus dur quand tu es commercial. D'accord. Et je me suis dit qu'à partir du moment où j'allais chercher des profils qui avaient été sur des secteurs d'activité hyper hard, ils verraient la santé comme le confort absolu et qu'ils me diraient forcément oui. Voilà. Donc je suis allée chercher par exemple des gens qui font de la vente d'espaces pub sur des petits magazines gratuits. Ça c'est hyper dur à faire. C'est Hmm. hyper dur. Voilà, c'est des profils qui sont souvent dans le dur et c'est souvent des très bons commerciaux parce que pour pouvoir faire ça, il faut y aller. Voilà, bah typiquement, je suis allée sur Pôle emploi et tous les mecs qui avaient fait ça, je les appelais. Bah, tu vois, je prends l'idée, le conseil, enfin, c'est super malin. Ça semble évident, tu vois, quand tu le dis. Mais en fait, là où beaucoup diraient, bon, bah, ok, ces profils-là ont pas forcément une expérience réussie. Au contraire, toi, tu vois le verre à moitié plein et je trouve ça super intéressant. Ok, et ben écoute, top. Donc ça c'est pour la partie équipe donc commerciale. Comment t'as fait ensuite parce que et après on passera à la troisième partie. Comment t'as fait après pour financer? Parce que alors, ok, t'avais ta ligne de 50 000 euros de découvert, mais derrière bah t'as commencé à recruter, t'as fait plus de stock parce qu'il y a ce fameux pharmacien qui t'a pris 6 mois de stock d'un coup. À un moment donné, il faut trouver des fonds. Ouais, bah après, quand tu commences à grossir, t'as soudainement vachement moins de difficultés à discuter avec les banques, par exemple, qui Hmm. viennent à toi alors qu'avant tu tapais aux portes. Donc j'ai déjà eu une partie qui s'est autofinancée parce que mes clients payent à 30 jours et moi je paye mes fournisseurs à 60. Donc D'accord. ça, en gros, ça finançait mon stock. Hmm. Voilà. Et après, effectivement, il me fallait un peu de
un peu de cash pour financer les premiers emplois que j'ai faits, mais c'était que la première année. Donc j'ai fait un petit emprunt de 150 000 euros à la banque, D'accord. voilà, qui m'a été financé assez facilement. J'aurais dû faire plus en fait, parce qu'après tu te rends compte que quand tu reveux une ligne, c'est vachement plus compliqué, alors que la première fois c'était trop facile. Hmm. Bon, voilà. Mais avec 150 000, c'est passé. Ok. Bon, bah écoute, top. Je vois le temps qui passe et il va être nécessaire de passer à la dernière partie. Comment tu as fait pour adapter ton activité au Covid-19, puis surtout quels impacts pour toi sur ton activité dans sa globalité, mais aussi ton organisation? Bah, tout à l'heure, tu as dit, quand il y a une porte fermée devant toi, tu as l'air de t'éclater. Alors moi, c'est peut-être ce que je vais dire et ça fera bondir certaines personnes et encore plus parce que j'interviens dans le monde de l'industrie pharma. Mais pour moi, ça a été l'une des meilleures périodes professionnelles. D'accord. Je me suis éclatée parce que tout était dur. Hmm. Tout était dur et tout était défi. Voilà. Donc j'ai vécu ça comme un espèce de marathon. Bon, je te cache pas qu'à la fin, j'espérais qu'il y ait un bout quand même parce que je commence Ouais. à m'essouffler. Mais partout où tout le monde disait c'est impossible, bah moi je disais ok, je vais y aller, je vais montrer à tout le monde que c'est possible. Donc un exemple concret, les masques. Les masques, je sais pas si tu te souviens, on remonte tout au début du Covid, mars 2020, où tu entends les pharmaciens dire on n'a pas le droit de vendre des masques. Hmm. Ok, ça part de là. On n'a pas le droit de vendre des masques. Moi je dis ok, ils n'ont pas le droit de vendre des masques, tout le monde dit ça, le Conseil de l'ordre dit ça. Et mon mari, qui suit des traitements réguliers à l'hôpital, a besoin d'aller à l'hôpital et il y va sans masque. Mhm. Et là, ça me rend dingue en fait. Je me dis non mais là, il n'y a pas moyen qu'il aille à l'hôpital sans masque, faut que je lui trouve des masques. Et je commence à chercher sur Internet. Et je te jure, c'est vrai, je tombe sur un arrêté qui venait de paraître qui disait les masques sont réquisitionnés en France, sauf s'ils sont importés. Je relis cette phrase, mais peut-être 50 fois. Je me dis, mais attends, tout le monde dit que les masques en France sont réquisitionnés et qu'on ne peut pas en avoir. Et moi, je lis que s'ils les importent, il n'y a pas de problème. Hmm. Et donc là, je dis à mon mari, mais je dis, bah, c'est bon, je vais sourcer le marché étranger et puis je vais bien finir par en trouver des masques et puis on va en faire venir en France. Et me voilà partie, je fais 3 jours, nuit blanche, j'appelle sur tous les marchés, je fais des fouilles sur Google, j'appelle tout ce que je trouve. Et je finis par trouver 2 sources, une au Portugal, une en Allemagne, des gens que je connaissais pas, qui me disent bah oui, on a des masques, mais par contre, il faut payer cash. Hmm. Et je paye cash. D'accord. Le premier paiement que je fais 200 000 euros. Ah ouais. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Mais en fait, quand tu es en crise comme ça, t'as pas le choix. Si tu veux réussir et si tu veux passer, bah faut que tu aies une grosse part de risque. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer d'avoir un peu de risque. Hmm. Donc je verse 200 000 euros à mon portugais qui m'envoie le tracker de mon SMI que je suis âprement toute la nuit pour voir s'il va bien vers la France. Ah ouais, là, j'imagine le stress là. C'était fou. Mon mari, qui est encore une fois très rationnel et beaucoup plus calme que moi, me regardait comme si j'étais une grande malade. Voilà. Et j'ai été livrée. Mon portugais était honnête. J'ai reçu mes masques. Voilà. Et là, t'imagines, un SMI de masque quand personne en a. J'ai l'impression de faire un truc extraordinaire pour tous les gens comme mon mari qui vont à l'hôpital et qui ont besoin de se protéger. Et donc, je les mets sur Pharmazone à prix coûtant parce que j'étais absolument pas dans une démarche commerciale. J'étais vraiment dans je vais aider des gens qui en ont besoin. Hmm. Donc, je les mets sur Pharmazone en vente. Et là, je me prends une horde de pharmaciens. Le standard explose. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi Pharmazone a des masques? On n'a pas le droit d'en distribuer. Et là, moi, tout naïvement, je leur dis, ben si, vous avez le droit. En fait, c'est un décret. Et là, on me dit, mais non, le Conseil de l'ordre a dit non. Bah, je vais aller voir l'avocat parce que j'ai dû me tromper. J'ai pas bien compris la phrase. Donc, je vais voir l'avocat et l'avocat me dit, mais non, Audrey, t'as raison, tu peux y aller, tu peux vendre des masques aux pharmaciens et les pharmaciens peuvent en vendre. Ok, vous pouvez me faire un écrit et il m'a fait un écrit que j'ai envoyé en newsletter à tous mes clients en leur disant, écoutez, je vous assure, vous pouvez en vendre et vous pouvez protéger tous les patients immunodéprimés qui en ont besoin. Au moins ceux-là, vous pouvez leur filer des masques. Hmm. Voilà, il y a quelques pharmaciens qui m'ont suivi et là je suis partie dans un combat de dingue où j'ai toutes les instances qui m'ont appelée en me disant que j'étais une tueuse de soignants, qu'à cause de moi il y avait moins de masques sur le marché. Donc on est rentré sur un débat très stérile où je leur ai dit que c'était des tueurs de patients. D'accord. Voilà, c'était pas très intéressant. Et puis j'ai plein de pharmacies qui m'ont suivi. Je me suis tapé un huissier de justice qui m'a été envoyé pour me dire Madame, vous êtes hors la loi. Et là, j'ai dit à mon avocat, bah, comment on peut faire pour montrer que j'ai raison?
Et il m'a dit, bah, le seul moyen, c'est de saisir le Conseil d'État. D'accord. Donc toi, tu y es Et allé. j'ai dit, bah, ok, bah, on fait ça alors. Et on a saisi le Conseil d'État qui nous a donné raison. D'accord. Donc au Et final, là, et là après, il se passe un truc de dingue dans ta vie. T'es propulsé sur tous les JT, ouais. où t'as toutes les instances ordinales de la pharmacie face à toi. Et les journalistes, ils disent, Madame Lecoq, Pharmazone, elle avait raison. Madame Lecoq, Pharmazone, elle avait raison. Et là, en fait, tu fais une com que t'as pas du tout prévue. T'étais pas du tout dans ça. Et tu augmentes la notoriété de ton entreprise en un temps record. Ouais, en Voilà. quelques semaines finalement. Et t'as vu toi des impacts sur les commandes Mais de la c'était part des. dingue parce que en fait, j'ai recruté, mais encore une fois, je m'étais pas du tout projetée là-dedans, quoi. Moi, j'étais vraiment dans l'idée de, il faut des masques. Hmm. Sauf que vu que j'ai été propulsée à l'écran, bah, il y a pas plein de pharmaciens qui ont découvert Pharmazone. Bah oui. On a eu des appels entrants en disant, bah moi, je veux commander chez vous, comment on fait? On a recruté des pharmacies comme jamais j'en ai recruté dans toute l'histoire de Pharmazone. Et c'est des pharmacies qui sont restées après. Donc Oui, ça m'a évidemment. augmenté mon portefeuille considérablement. Donc O- voilà. Ok, donc pour toi au final ça a été plutôt un booster, même s'il y a eu quelques galères rencontrées, notamment plutôt juridiques ou légales. Ça c'est pour la partie business. Ouais. Sur la partie organisationnelle, parce que bah, ton équipe justement de commerciaux, est-ce que ils pouvaient eux aller à la rencontre, tu vois, des pharmaciens? Enfin, comment t'as fait pour organiser ton entreprise pendant ce temps-là? C'est une bonne question. Non, ils pouvaient pas aller en pharmacie et je voulais pas qu'ils y aillent parce que franchement, les pharmaciens étaient débordés et avaient plein d'autres choses à faire que de rencontrer les commerciaux. Donc là, après, bah, il y a eu deux écoles. Moi, je leur ai laissé le choix à chacun, soit de ne pas travailler parce qu'ils avaient cette opportunité, soit d'accepter de faire autre chose que leur métier habituel. Hmm. Donc tu vois, j'en ai un par exemple, vu qu'on était beaucoup passé en télé, on avait énormément de demandes sur les réseaux sociaux de particuliers qui disaient bah, donnez-nous une pharmacie qui est Pharmazone pour qu'on trouve des masques, etc. Et moi, j'arrivais plus à répondre aux gens. Hmm. Donc bah, j'ai un commercial qui s'est mis sur ça et qui faisait que répondre à du particulier D'accord. pour leur expliquer où aller trouver des masques. Voilà, j'en ai un autre qui est venu m'aider à défaire les SMI, parce que même si on passe par un prestataire logistique, quand tu reçois des camions entiers de masques et qu'il faut aller très vite, tu les as à peine sortis qui sont revendus, et ben il faut du monde en préparation de commande. Donc j'ai un commercial qui est venu m'aider. Voilà, après c'était vraiment, c'était ceux qui voulaient s'adapter et ceux qui étaient pas prêts à s'adapter, bah ils attendaient patiemment que ça passe. Ok. Et alors toute cette équipe, elle est basée, tu disais toi t'es installé à Orléans. Tout le monde est là-bas ou comment ça se passe aussi pour le stockage? Alors le stockage, oui, il est à Orléans, donc chez un prestataire logistique. Et après, au niveau de l'équipe, j'ai l'équipe siège qui est constituée essentiellement de personnes qui font du marketing, des téléphonistes, des responsables à pro. Eux sont basés à Orléans. Après, les commerciaux, bah, ils sont un peu partout en France. Et après, j'ai des cadres qui, eux, voient des groupes de pharmacies, donc des présidents de groupement, comme on les appelle. Et eux, pareil, ils sont situés un peu partout en France. Ok. Et comment tu fais pour animer tout ce beau monde qui est à distance? Bon, on utilise vachement du WhatsApp, les réseaux, les SMS, on s'appelle. Moi, je crois beaucoup en la compétence des gens, en fait. Donc, des fois, je découvre des gens, je me dis, bah, c'est la personne idéale pour ce poste-là. Puis après, tu penses au rationnel, tu dis, ah bah ouais, mais attends, il habite Vichy. Hmm. Moi, je suis à Orléans, c'est pas pratique. Ouais, bah, je vais prendre un mec à Orléans qui est un peu moins bon, c'est nul. Donc, je vais prendre celui de Vichy et puis on va s'adapter. Voilà. Et puis, en plus, avec le Covid, tu vois, on s'est habitué aux visio, on s'est habitué à plus être tout le temps ensemble non plus. Voilà. Après, ils reviennent par contre deux fois dans le mois. Ils font une petite nuit à l'hôtel à Orléans. Et on passe 2 jours ensemble pour faire un petit point tous ensemble et une petite soirée aussi. Super. Ouais, c'est aussi essentiel. Voilà. Ça marche. Avant de conclure, une dernière question. Quelle est l'ambition de Pharmazone? Bah, franchement, ma première ambition, c'est de défendre la pharmacie. J'ai très très peur. Tout à l'heure, je te disais, il y a 22 000 pharmacies en France. Si tu remontes à il y a 5 ans, il y en avait presque 25 000. Donc, D'accord. à la fois, tu peux te dire, bon, bah ok, ça disparaît tout doucement, mais tout doucement. Hmm. Et c'est très propre à la pharmacie, ce tout doucement. C'est-à-dire que les pharmaciens, ils voient pas forcément le mal arriver. Et il est jamais très violent. Hmm. Donc, c'est des choses qui se font dans le temps. Et je pense que nos pharmaciens, ils voient pas tous les dangers qui les entourent. La grande distribution est un danger, le monde du matériel médical, Internet. Hmm. Voilà, Amazon demain, j'en suis sûre, ils y sont.
Donc tous ces dangers menacent notre pharmacie de proximité. Et donc pour moi, Pharmazone demain, c'est faire exister la pharmacie en ligne et protéger la pharmacie de proximité. Donc tous les outils que je vais pouvoir développer pour ça, je le ferai. Donc j'ai encore plein d'idées, il y a plein de choses qu'on va développer rapidement. Ouais, j'en doute pas. Tu vois, oui, c'est vrai que j'allais rebondir dessus en disant peut-être que c'est dû aussi à la pyramide des âges, tu vois, quelque chose comme ça. Puis finalement, tu as cité tout un tas d'autres raisons. Donc c'est vrai que un marché, finalement, les menaces, elles peuvent venir de partout, quelque part. Donc c'est intéressant d'avoir ton regard dessus, parce que j'imagine que... Ouais, puis c'est un marché un peu atypique en fait. C'est des gens qui sentent le danger, mais qui se protègent maladroitement. C'est-à-dire qu'en gros, ils se disent, on change rien, on protège notre monopole parce que ça c'est très important, et puis ça va bien se passer. Mais non, en fait, le danger il est là et il faut agir. Il faut pas rejeter le monde moderne sous prétexte que tu te dis éthique, ça marche pas. Ouais, pas faire l'autruche, quoi. Exact. Ok, écoute, merci beaucoup Audrey pour ton partage d'expérience très riche, très inspirant. J'ai une question pour toi et après je te laisse. Ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur? Prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Ok. Vraiment pour moi, aujourd'hui je resterai chef d'entreprise toute ma vie. Chez Pharmazone ou ailleurs, j'en sais rien. La vie m'emmènera là où elle veut, mais par contre, c'est sûr, je serai chef d'entreprise parce que t'es libre. T'es libre de penser, t'es libre de créer, t'es libre de réaliser. T'as pas de barrière. C'est la vie de rêve. Tous les salariés qui n'arrivent pas à rentrer dans un cadre, c'est tout simplement qu'ils ont l'âme de chef d'entreprise. Ok, écoute, on finira cet épisode avec cette belle finalement citation d'Audrey Lecoq, on dirait ça comme ça. Pour tous ceux qui veulent du coup rentrer en contact avec toi ou en savoir plus sur Pharmazone, on les invite à te contacter sur LinkedIn, donc Audrey Lecoq sur LinkedIn. Pour en savoir plus sur Pharmazone, pharmazone.fr, c'est très simple, il suffit de vous connecter sur le site internet. Et puis, écoutez, il me reste juste à vous remercier tous pour vos écoutes, votre fidélité, vos messages privés ou publics d'encouragement, vos notes, 5 sur 5 sur Apple Podcast. Ma grande fierté, c'est de pouvoir continuer à aider tous ces entrepreneurs au masculin ou au féminin qui nous écoutent, qui sont installés ou en devenir, parce que c'est toujours intéressant de voir comment concrètement d'autres ont fait. Ça inspire et parfois il suffit de se l'entendre dire par quelqu'un d'autre pour avoir le déclic. Donc un grand merci à vous tous pour vos écoutes. Merci à toi Audrey et puis il me reste à vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. Bye. Bye bye. Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parlez du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité. C'en est fini pour aujourd'hui, un grand merci à vous et à la semaine prochaine.